Le 17 novembre 2006, la police de la ville allemande de Cologne fouille le véhicule d'un chauffeur routier de 47 ans, soupçonné de meurtre. Il découvre dans sa cabine une macabre collection. Quand ils fouillent le camion, ils découvrent qu'il n'y a pas eu qu'un seul meurtre. Il y a des polaroïds d'autres victimes et des trophées dans la cabine. Le chauffeur est un homme nommé Volker Eckert. L'arrestation met fin à 32 années de carrière criminelle. Eckert a pu perfectionner ses méthodes vu la longue période durant laquelle il a opéré. Il a vu se multiplier les occasions. Il a eu le temps d'affiner son mode opératoire. La police ignore le nombre de victimes qui sont tombées entre les mains de ce routier, tueur en série. Le mystère reste complet. Y a-t-il eu 6 femmes tuées? Ou bien 13? 19? Ou même plus? À l'époque, il venait à peine de s'engager dans cette voie brutale. J'ai eu énormément de chance. Volker Eckert a terrorisé l'Europe durant des décennies et est devenu l'un des tueurs les plus maléfiques au monde. C'est une affaire qui concerne 5 pays européens. Quand Volker Eckert, un routier de 47 ans, est arrêté le 16 novembre 2006, la police ignore l'étendue de ses activités de meurtrier. Eckert est en cavale depuis 2 semaines, après avoir tué une prostituée bulgare au nord de l'Espagne. Quand les policiers fouillent la cabine de son semi-remorque, ils découvrent les photographies et les mèches de cheveux de 5 femmes qu'il a enlevées et torturées à travers l'Europe. L'avocat qui l'a défendu se nomme Alexander Schmidt-Gall. Il a fait des aveux après avoir été arrêté. C'est souvent le cas avec des tueurs en série ou des gens qui ont porté trop longtemps un fardeau. C'était un vrai soulagement pour lui de raconter ce qu'il avait fait. C'était comme se confesser auprès d'un prêtre. Schmidt-Gall a du mal à croire que son interlocuteur est l'homme qui tue de sang-froid, décrit dans les rapports de police. On se dit qu'il s'agit d'un monstre, mais dans la conversation, c'était un homme normal, le genre qui vend des assurances. Il n'avait rien de spécial. Le camp de l'accusation souhaite découvrir ce qu'il se passe dans la tête de Volker Eckert. Il est envoyé auprès d'un psychologue judiciaire, le professeur Norbert Nedopil. Il a fait le voyage accompagné par 2 policiers de la prison à mon bureau. Il est resté plusieurs heures assis là, avec moi, sans aucune surveillance. Il n'était pas menotté. On a eu de longues et graves conversations. Elles pouvaient parfois être tristes. Il pouvait être effrayé ou bien raconter des choses effrayantes. Il était gentil, il se confiait. Il nous est même arrivé de rire tous les 2. Eckert, domicilié dans la petite ville de Hof en Allemagne, a tué sa dernière victime le 2 novembre 2006. Un journaliste local, Rainer Mayer, se souvient. L'ultime victime de Volker Eckert était une prostituée, Miglena Petrova. Elle a été tuée près d'Hostalric, en Catalogne, dans le nord de l'Espagne. C'est là qu'il l'a faite monter avant d'abuser d'elle dans son camion. Il a passé la journée entière avec elle dans sa cabine. Le lendemain, il s'est débarrassé du corps près d'un pont de pierre. En revenant du pont, il a été filmé par une caméra de surveillance. Quelqu'un était en train d'installer des caméras de surveillance dans le secteur. Pour les tester, il a filmé les environs. C'est de cette façon que le camion d'Eckert a été filmé.
Quand le corps qu'il avait jeté a été retrouvé, la police a très vite examiné ces images de vidéosurveillance. Ça les a menés directement à Eckert. À bord de son camion, Eckert parcourt le continent. Une vaste opération de recherche est lancée. Le 17 novembre 2006, les policiers le retrouvent dans une station de lavage de Cologne. Quand ils fouillent le camion, ils découvrent qu'il n'y a pas eu qu'un seul meurtre. Il y a des polaroïds d'autres victimes et des trophées dans la cabine. Ils avaient trouvé le repère d'Eckert. Presque tous les tueurs en série, d'une façon ou d'une autre, ont une sorte de repère. Ici, il ne s'agissait pas d'un appartement, d'un cottage, d'une maison, mais d'une cabine de camion. Après son arrestation, Eckert révèle immédiatement qu'il tue depuis plus de 30 ans. C'est le début d'un incroyable fait divers européen. Il y a eu 5 meurtres, 3 en Espagne et 2 en France. Ça a été une histoire captivante. Ce n'est pas souvent qu'un journaliste peut parler d'un tueur en série. J'ai donc essayé d'obtenir autant d'informations que possible sur cette personne. L'histoire débute il y a plus de 50 ans. Volker Eckert est né en Allemagne de l'Est, dans la petite ville de Plauen, le 1er juillet 1959. Dès l'enfance, il est fasciné par les cheveux des femmes. À l'âge de 9 ans, il a commencé à s'enticher de la poupée de sa sœur. Une poupée avec de longs cheveux. Il la mettait devant lui, dans son lit. Ça l'émoustillait. Il passait ses mains dans les cheveux de la poupée. Cela se nomme trichophilie, le fait de ressentir du plaisir au contact des cheveux. Il a dû comprendre que c'était quelque chose de bizarre. Ce n'était pas quelque chose de banal. Ça a dû provoquer chez lui de la gêne, de la honte. Il se rendait compte qu'il devait garder ça pour lui. Quand Eckert entre dans l'adolescence, le couple parental commence à connaître la discorde. Il a vécu des moments difficiles durant son adolescence. Ses parents ont divorcé et il a très mal réagi. Cette séparation l'a profondément affecté. Son père a dû quitter la maison. Il s'est juré que ça ne lui arriverait pas, qu'il ne se marierait pas. Il ne voulait pas se tuer au travail pour être ensuite jeté hors de chez lui. Il s'est rangé du côté de son père, mais il a continué à vivre avec sa mère. Il a perdu pied. Un jour, il a pris la voiture de ses parents pour faire une virée. Quand il est rentré chez lui, ça lui a valu beaucoup d'ennuis. Et peu de temps après cet incident, il s'en est pris physiquement à une camarade de classe et l'a tuée. En 1974, âgé de 14 ans, Eckert découvre la sensation de tuer. Mais ce n'est qu'en novembre 2006, 3 décennies plus tard, lors de son arrestation, que ce meurtre ressurgit. Volker Eckert avoue avoir tué une camarade de classe, puis avoir maquillé son meurtre en suicide. Cette affaire était classée depuis très longtemps, près de 32 ans. Le 7 mai 1974, Eckert frappe à la porte de sa voisine, une amie de sa classe de 14 ans, Sylvia Unterdörfel. Voyant que ses parents sont absents, il saisit cette occasion de réaliser le fantasme qui le hante depuis qu'il a joué avec la poupée de sa sœur, enfant. Il s'est dit qu'il fallait vivre ça avec une vraie fille. Et comme beaucoup de fétichistes, il a compris qu'il n'aurait pas son consentement et qu'il devrait la forcer. C'était une fille avec de très longs cheveux, de très jolis cheveux. Il était complètement obsédé par sa chevelure. Il s'est rendu chez cette fille et l'a convaincue de le laisser entrer. Cette fille a d'abord tenu le rôle de victime dans son fantasme.
Mais à un moment, la fiction n'a plus suffi. Il voulait le faire. Il voulait la caresser et la tuer. Il a commencé dès le moment où elle a refermé la porte. Il s'est jeté à sa gorge et a commencé à l'étrangler. Quand elle a perdu connaissance, il a passé ses mains dans ses cheveux. Bien qu'encore adolescent, Eckert a l'idée d'essayer de maquiller son meurtre. Il l'a étranglée avec une corde à linge. Il était malin. Il a eu l'idée de couvrir son acte. Il a donc attaché un bout de la corde à une poignée de porte pour faire croire à un suicide. Il est physiquement possible de se pendre à une poignée de porte. On n'a pas besoin de faire porter tout le poids du corps sur le cou. La situation s'est déjà présentée, mais ça reste rare. Quand la mère est rentrée du travail, elle a découvert le cadavre de sa fille. Évidemment, comme ce n'était pas une mort naturelle, les services de police est-allemands ont mené une enquête. Puis, ils ont conclu à un suicide. Eckert avait si habilement mis en scène son crime que la police est tombée dans le piège. Durant 32 ans, jusqu'à ce que Volker Eckert fasse des aveux, les parents ont cru que leur fille s'était suicidée. À l'époque, la police espagnole était extrêmement fière d'avoir mis au jour cette série de meurtres. Les policiers voulaient faire parler d'eux, qu'on les félicite, qu'on reconnaisse leur efficacité. Il fallait avant tout montrer à la population que c'était terminé, que rien de semblable ne se reproduirait, que le monstre des autoroutes avait été arrêté. Eckert avoue les meurtres d'une Nigériane de 21 ans, Sandra Osifo, et d'une Polonaise, Agnieszka Boss, qui ont eu lieu en France en 2001 et 2006. Le journaliste François Barrère a du mal à appréhender l'ampleur de l'enquête. On a réalisé qu'on avait quelqu'un qui avait voyagé sur les routes d'Europe pendant 10 ans, 15 ans, et que cette personne avait peut-être commis des crimes absolument dans de très nombreux pays européens. Beaucoup de journalistes ont fait ce que la police a fait, c'est-à-dire se demander est-ce qu'on a des dossiers, des crimes non élucidés qui pourraient correspondre à la façon de tuer de Volker Eckert. Avec le temps, Eckert a pu établir son propre mode opératoire. Il commence toujours par étrangler la femme pour qu'elle perde connaissance, pour qu'il se sente supérieur. Il a expliqué qu'il aimait voir l'état de conscience quitter les yeux. C'était ça son plaisir, contrôler, avoir l'ascendant sur une autre personne. Pouvoir assouvir son fantasme autour des longs cheveux de femme. Cet homme cultivait son propre plaisir en étranglant des femmes incapables de se protéger. Il n'avait rien de vraiment imposant. Ce n'était pas un homme grand et fort, mais c'était un nerveux. Aucune de ces femmes ne s'attendait à être traitée de cette façon. Étrangler quelqu'un, c'est couper la circulation sanguine vers le cerveau. Et de ce fait, en 10 secondes, la personne perd connaissance. Il faut bien plus de temps pour la faire mourir. Mais c'est un moyen rapide de faire perdre connaissance à la victime. Eckert a pu perfectionner ses méthodes vu la longue période durant laquelle il a opéré. La première fois, il a saisi une occasion qui s'est présentée. C'était quelqu'un qu'il connaissait. C'était très risqué. Et il a eu beaucoup de chance d'être passé entre les mailles du filet. Je pense qu'il en était parfaitement conscient. Et c'est pour cette raison que, par la suite, il a pris pour cible des prostituées. Il savait que ces personnes disparaissaient souvent des écrans radars. C'était le genre de personnes vulnérables qu'on fait facilement grimper dans son camion. Il a vu se multiplier les occasions. Il a eu le temps d'affiner son mode opératoire. Eckert sait qu'une prostituée ne sera pas portée disparue. Du moins, pas immédiatement.
Chauffeur routier, c'était le métier idéal pour un homme qui souhaitait cibler des femmes en marge de la société. Il ne prenait pas de gens célèbres ou riches, mais des personnes qui ne seraient pas portées disparues. Je pense qu'il comprenait très bien le monde de la prostitution, du côté transitoire, temporaire qu'il pouvait avoir. Il a compris qu'il pouvait facilement y trouver ses victimes. Il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire pour assouvir ses fantasmes et passer inaperçu. Après son arrestation en novembre 2006, Eckert avoue un total de 6 meurtres. Il semble n'avoir développé aucune empathie pour ses victimes. Il raconte des choses incroyablement horribles, les détails des meurtres, comment il a abusé de ses victimes. Il n'y avait aucune peur, aucun tremblement. Il ne détournait pas les yeux. Il n'avait aucune des réactions qu'on aurait attendues d'une personne normale. Je ne cessais de lui demander comment il se sentait durant l'acte, ce qu'il faisait le lendemain, s'il lisait les journaux, s'il pensait aux parents, s'il pensait à la famille des filles. Il ne montrait aucune émotion. Il parlait de lui comme d'un monstre incapable de se contrôler. Il savait qu'il avait des défauts. Même s'il avoue les meurtres de 6 femmes, Eckert tente en même temps de s'en dissocier. Il parlait de lui à la 3e personne, comme s'il voulait créer une distance entre Monsieur Eckert qui commettait des meurtres, qui faisait d'horribles choses, et la personne assise près de moi, à laquelle je parlais. Je crois que c'était un moyen pour lui de gérer ça. Le fait de penser que c'était une autre personne qui commettait ces meurtres lui a permis de vivre. Car on ne peut pas vivre en assumant cette figure de monstre. Les policiers pensent qu'Eckert a probablement commis d'autres meurtres durant ces 32 années. Les policiers étaient persuadés qu'il y avait eu 13 meurtres au total. Mais ils ne pouvaient pas le prouver avec certitude. Eckert pouvait aussi être impliqué dans 6 autres affaires, parce que son camion avait été repéré sur place à chaque fois. Les déplacements en camion de Volker Eckert sont faciles à suivre, grâce au plein d'essence, aux données GPS et au registre d'hôtel. Dans toute l'Europe, les services de police ont ressorti leurs vieux dossiers. Ils ont étudié les déplacements d'Eckert établis par la police de Bayreuth. Ils ont regardé si Volker Eckert pouvait être relié à des crimes qui s'étaient produits dans leur pays. La police de Londres est venue en Allemagne pour l'interroger. La police française s'est présentée également. L'existence de ce tueur en série a poussé tous les services de police à réexaminer les cas d'agression sexuelle signalés sur le parcours de M. Eckert. Cette méthode a permis aux policiers de relier Eckert à 3 autres meurtres de prostituées entre 2002 et 2004. Un en France, un en Italie et un en République tchèque. François Barrère se souvient s'être rendu sur une scène de crime qui portait la marque d'Eckert. C'était une prostituée qui se prostituait près d'une entrée d'autoroute à Montpellier et qui un jour a disparu et qu'on a retrouvée à 300 km de là sur une aire d'autoroute du côté de Montélimar. C'est dans la région de... en remontant vers le nord, donc c'est-à-dire c'est le chemin éventuel qu'aurait pu prendre Volker Eckert lorsqu'il rentrait par exemple d'Espagne pour repartir en Allemagne. Et cette jeune femme qui était, je me souviens parce que je la voyais en passant pour aller au journal, donc elle avait des cheveux, une très grosse chevelure brune, et on sait que Volker Eckert était un fétichiste en fait des cheveux. Et cette jeune femme avait été retrouvée morte, dénudée sur une aire d'autoroute à 300 km de l'endroit où elle se prostituait, ce qui est exactement le mode opératoire de Volker Eckert, qui a souvent déplacé les victimes qu'il a enlevées quelque part et tuées quelque part pour se débarrasser des corps à plusieurs dizaines de kilomètres pour brouiller les pistes. Plus jeune, il a été responsable d'autres agressions à Plauen. Il a attaqué des femmes la nuit, puis les a jetées au sol pour les étrangler. Mais il ne les a pas tuées.
En 1978, à l'âge de 18 ans, surpris en train d'étrangler une femme, Eckert est condamné à 1 an de prison. Mais cela ne le dissuade pas. Entre 1978 et 1987, il agresse des douzaines de femmes. Il a agressé plusieurs femmes, une trentaine d'après lui. Il agissait la nuit pour ne pas être reconnu. Il les étranglait mais sans les tuer. Il passait ses mains dans leurs cheveux avant de rentrer chez lui, se masturber. Durant plusieurs années, il y a eu au moins 2 agressions. Lui, en revanche, a parlé de 30 agressions contre des femmes dans sa ville. Il n'existe aucun rapport officiel permettant de savoir combien de femmes ont survécu à ces attaques. Mais tout s'arrête en 1987, après qu'il laisse 2 femmes pour mortes à Plauen. Toutes 2 sont capables de l'identifier. Une de ces femmes, Claudia, dont le prénom a été modifié pour la protéger, est âgée de 16 ans à l'époque. On était en train de rentrer chez nous avec une amie, après une fête. Je l'ai raccompagnée jusqu'à chez elle, et moi, je voulais faire le reste du trajet seul. Quand j'étais à environ 100 mètres de chez moi, j'ai remarqué que quelqu'un me suivait. J'ai donc accéléré le pas. L'homme derrière moi a fait de même. Et quand j'ai ralenti, il a ralenti aussi. À ce moment-là, je me suis sentie menacée pour de bon. J'ai eu l'idée de prendre mon trousseau de clés pour pouvoir me défendre, pour peut-être essayer de le frapper au visage. Il est soudainement apparu derrière moi à un croisement. Il m'a plaqué au sol. Il a mis ses mains autour de mon cou et il m'a étouffée. J'ai essayé de me défendre, mais il était plus fort, plus lourd, plus puissant. Je n'avais aucune chance. J'ai essayé de faire la morte dans l'espoir qu'il me lâche. Ça n'a pas marché. Il a placé ses genoux sur le haut de mes jambes. Je ne pouvais pas bouger. Il m'étranglait de ses 2 mains. J'ai du mal à décrire la douleur, la pression. C'était très brutal, d'une grande violence. J'ai alors cessé de me débattre. J'ai renoncé. Je savais que c'était fini. J'ai entrevu de la lumière au bout d'un tunnel. J'ai approché la mort de très près. C'était une expérience de mort imminente. Contre toute attente, Claudia survit à l'agression et peut livrer à la police une description détaillée de son agresseur. Aujourd'hui encore, je me souviens de son visage. Eckert souhaite quitter l'Allemagne de l'Est communiste pour s'installer à l'Ouest. Le portrait robot établi par Claudia est diffusé parmi les forces de police. Un agent le reconnaît et l'arrête immédiatement avant qu'il ne passe la frontière pour échapper à la police. Le jour du procès est arrivé. Il allait être condamné. Il était assis à seulement quelques mètres de moi. Tout à coup, il s'est mis à s'excuser. Mais pour moi, un tel crime n'est pas excusable. En 1988, Eckert est condamné à 12 ans de prison pour tentative de meurtre. Durant son incarcération, il suit une thérapie pour sa déviance sexuelle. Pour les autorités pénitentiaires, c'est une réussite. Le médecin, ou plutôt le psychologue qui l'a suivi, était persuadé que Volker Eckert pouvait désormais contrôler ses pulsions. Apparemment, il était censé continuer à suivre une thérapie après être sorti de prison. Mais ça n'a pas été le cas. Chose incroyable, Eckert ne purge que 6 des 12 années de sa peine. En 1994, il est libre de ses actes et part immédiatement retrouver la femme qui l'a fait mettre derrière les barreaux. Un soir, il était là devant chez moi, à ma porte.
Il a sonné. Il était vêtu d'un bleu de travail. Il a dit qu'une conduite avait cédé, qu'il devait entrer. J'avais un Judas sur ma porte, ce petit trou par lequel on peut regarder. Et je l'ai reconnu. Je ne lui ai pas ouvert. Je savais que c'était lui. Il a voulu me retrouver. Je ne sais pas ce qu'il me voulait. Tout ça, c'est fini. Dieu merci. Mais ces pulsions étaient toujours présentes. En 1994, le mur de Berlin était tombé et Eckert pouvait circuler en toute liberté. Après sa sortie de prison, il a réussi à se glisser entre les mailles du filet. Il a donné aux autorités ce qu'elles souhaitaient. Elles n'ont pas vu qu'il représentait encore un danger pour la société. Il continuait de circuler avec cette sorte de maladie, autrement dit, avec ses pulsions criminelles. Des femmes en ont souffert. Durant son séjour en prison, les psychologues, les experts ont pu voir qu'il représentait un danger. Mais à cause de la réunification de l'Allemagne, il a été libéré. Personne ne s'en est plus soucié. Ce meurtrier qui avait été jugé est sorti sans aucune sorte d'évaluation. Il aurait suffi d'une seule décision pour que des femmes restent vivantes. Eckert s'installe dans la petite ville de Hof, à 30 km de Plauen. Il s'était installé à Hof. Il était apprécié localement. Sa propriétaire a dit qu'elle avait rarement rencontré de locataires aussi gentils. Tout le monde a été abasourdi quand ils ont découvert les crimes que ce gentil monsieur, Volker Eckert, avait pu commettre. Tout le monde le voyait comme un type bien. En 1999, Eckert, qui a 40 ans, devient chauffeur routier longue distance. Le métier idéal pour un meurtrier. Il peut disparaître des radars durant de longues périodes. Il n'est pas surveillé. Il n'a pas de compte à rendre. Il a énormément de temps pour ruminer, pour se perdre dans ses pensées. Ça crée un environnement dans lequel les fantasmes deviennent réalité. Quand il agresse, il peut se débarrasser des corps de ses victimes dans une juridiction différente de celle où il l'a ramassé. On parle de cécité au sein des services de police mobilisés. Il n'y a pas toujours de liaison entre deux juridictions. Quand la police met la main sur Eckert en 2006, son camion ressemble à une sorte de sanctuaire. Il a conservé des photos et des mèches de cheveux dans sa cabine. Les cheveux et d'autres choses, c'était ses trophées. C'était ce qui motivait ses fantasmes. Il pouvait se débarrasser du corps. Les photographies et les mèches de cheveux motivaient à elles seules ses actes. Ils n'existaient que pour elle. Il a également noté au dos de chaque Polaroid les détails de chaque crime. Il voulait être capable de se remémorer plus tard ce qui s'était passé lors de l'agression. Il coupait des mèches de cheveux des prostituées et il les conservait dans des sachets plastiques. Il gardait aussi des vêtements dont les propriétaires n'ont pas tous été identifiés à ce jour. Ce qui a tout de suite attiré l'attention, c'est le fait que c'était un tueur fétichiste. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui gardait des traces de ses crimes, qui prélevait des objets sur ses victimes, y compris des mèches de cheveux, des choses comme ça, pour garder des objets, des traces, des fétiches, conserver ça dans comme un espèce de trésor. C'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup dans les histoires criminelles européennes. Et là, on avait vraiment l'impression presque d'un personnage de cinéma, quoi. Il s'est créé une sorte de collection. C'est quelque chose d'assez courant chez les tueurs en série. Cela joue plusieurs rôles. Cela leur permet de revivre leurs crimes, de revivre ce moment de pur contrôle, de pouvoir. Mais cela les pousse également à recommencer. Cette histoire de trophée, c'est un peu un cercle vicieux.
La plupart des criminels, ils se débarrassent de tous les indices qui peuvent les relier à leurs victimes. Lui, il gardait tout. Et ça, rien que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pratiquement jamais dans les affaires criminelles. Eckert doit être évalué par Norbert Nedopil, un psychologue. Le tueur semble plutôt ouvert lors des conversations. Il a fini par dire qu'il était content. Pendant des mois, il s'est senti très seul, replié sur lui-même. Il pouvait se libérer et rire même. Il a été content de parler avec moi pendant 3 ou 4 jours. Il dormait mieux, il parlait. Il était plus détendu qu'à son habitude. Le professeur Nedopil évalue les conditions psychologiques d'Eckert pour le procès qui approche. J'en suis arrivé à la conclusion que c'était un sadique clinique. Un sadisme qui découlait directement d'un fétichisme qui s'est développé autour de ce fantasme. Il présentait des troubles psychiques. Ses actes sexuels pouvaient s'expliquer, voire s'excuser par ce biais. Mais il était bel et bien responsable des meurtres qu'il avait commis afin de ne pas être identifié. Il allait donc répéter ses agressions. Il allait recommencer s'il était libéré de prison. Il était vraiment soucieux de savoir ce que les autres pensaient de lui. Il était décrit d'une façon qu'il considérait comme injuste. Il a commis ses meurtres sur plus de 30 ans. Il a dû développer une haute estime de lui-même. Il n'a pas du tout apprécié d'être réduit à cette étiquette de monstre. Pour les journalistes locaux, le procès de ce pervers qui doit se tenir dans la région constitue une histoire incroyable. Les gros titres sont à la une. Les histoires spectaculaires font les choux gras des journaux. Ce n'est pas la faute des journaux si ça intéresse les gens. Ce qui sort de la norme, ça déchaîne toujours les passions. Lorsqu'au sein d'une communauté, quelqu'un découvre que le type sympathique n'est plus celui que l'on croit, mais s'avère être un tueur en série pervers, ça touche tout le monde. Les gens veulent en savoir le plus possible. Nous sommes là pour délivrer ces informations. Placé en détention alors qu'il attend son procès, Eckert perd le soutien de sa famille. Je me souviens qu'il était désespéré d'avoir perdu tout contact avec sa famille. Durant toute sa vie, sa sœur a constitué pour lui un point d'ancrage important. Elle ne voulait pas entrer en contact avec lui. Il était enfermé dans une cellule de la prison de Bayreuth. Par conséquent, il avait beaucoup de temps pour réfléchir. Le 1er juillet 2007, il a fêté son 48e anniversaire, tout en sachant pertinemment qu'il allait bientôt être officiellement inculpé de meurtre. Aucun membre de sa famille n'est venu le voir ce jour-là. Personne. Pas même sa sœur, ni son frère ne lui ont rendu visite. C'est trop pour cet homme. Dans la nuit du 1er juillet 2007, Volker Eckert est laissé seul dans sa cellule. Le lendemain matin, son corps est retrouvé suspendu au barreau. Il était seul. Cette nuit-là, il s'est fait justice lui-même et s'est pendu dans sa cellule. C'est plutôt étrange de voir quelqu'un dont l'obsession était d'étrangler d'autres personnes prendre la décision de s'ôter la vie de la même façon. C'est une façon courante de se tuer en prison. Ce n'est pas difficile de trouver les moyens de se pendre. Pour lui, c'est une façon d'échapper à la justice. Et pour les gens qui ont appris à le connaître, c'est une surprise. Je lui ai parlé à plusieurs reprises de suicide. Il m'a dit plusieurs fois « Je suis un lâche. Je ne pourrai pas passer à l'acte. Je suis perdu. »
Ce que je pensais de lui, je ne peux pas dire que je l'aimais, mais il s'agit d'un être humain. J'ai interagi avec cet homme. Je ne l'ai jamais vu tuer quelqu'un. J'ai lu les rapports, mais je l'ai vu, lui, 2 à 3 fois par semaine. J'ai vu comment il réagissait. J'ai vu les juges, les instances étatiques aller contre lui, la presse le qualifier de monstre, de meurtrier, et il ne méritait pas cela, ce traitement dans l'espace public. Il avait le droit à un procès équitable, à une défense solide. Je me suis senti un peu triste quand j'ai appris qu'il s'était donné la mort. On établit une sorte de relation avec son client en prison. Cela est d'autant plus vrai quand l'affaire exige énormément de temps. Et avec cette fin brutale, il a mis fin à sa propre vie comme il a mis fin à la vie d'autres personnes. Claudia, qui a été brutalement agressée par Eckert en 1987, avait prévu d'assister au procès. J'ai reçu l'appel d'un journaliste qui m'a dit que Volker Eckert s'était suicidé. Je me suis dit, quel véritable lâche. Un lâche qui n'assume pas la responsabilité des actes qu'il a commis. Après tout ce temps, j'avais en partie digéré cette histoire. J'avais tourné la page. J'étais contente qu'il se soit tué. Cet homme horrible ne pourrait plus faire de mal à personne. D'un côté, je pense que c'était la solution la meilleure et la plus juste. Comme s'il avait voulu dire « je m'ôte la vie comme je l'ai ôtée à d'autres ». Mais beaucoup d'éléments inexpliqués ne pourront jamais être clarifiés du fait de son suicide. Les crimes de Volker Eckert soulèvent de nombreuses questions qui ne trouveront, hélas, pas de réponse. Lorsqu'on a appris la mort de Volker Eckert, j'ai eu un sentiment de frustration parce que j'ai compris qu'on ne connaîtrait exactement jamais l'ampleur de ces crimes. Surtout, je savais que la mort de Volker Eckert, ça voulait dire la fin de toutes les enquêtes qui avaient pu être réouvertes sur ces vieux dossiers auxquels plus personne ne s'intéressait et qui étaient revenus dans l'actualité policière et médiatique. Ces mystères-là, finalement, ils ne seront jamais dissipés. Et c'est ça qui est véritablement quelque part choquant dans la disparition de Volker Eckert, c'est que ces victimes-là n'auront jamais justice. En décembre 2007, 5 mois après sa mort, la police clôt l'affaire Volker Eckert. La fin d'une enquête qui a traversé l'Europe. Il était capable de se rappeler de ses crimes de manière très précise. Ça aurait sûrement été un procès passionnant pour la presse. Les lecteurs se seraient fortement intéressés à cette histoire. Elle concernait tout le monde. Cela aurait duré des mois. Même les médias internationaux auraient couvert le procès. Ces crimes touchaient quand même la moitié du continent européen. On ne connaîtra peut-être jamais le nombre de femmes qui furent les victimes d'Eckert. Je suis quasi persuadé qu'il n'y a pas eu de période de répit dans son activité criminelle. Il disait de lui qu'il était incapable de contrôler ses pulsions, son obsession. Je pense personnellement qu'il y a de fortes chances qu'il ait commis plus de crimes qu'il n'en a avoué. Le mystère reste complet. Y a-t-il eu 6 femmes tuées, ou bien 13, 19, ou encore plus ? Il a emporté ce secret dans la tombe. On a estimé qu'il y avait eu 22 crimes à travers l'Europe. France, Tchécoslovaquie, Allemagne, Espagne. Il n'a jamais cessé. Il a réussi à ne pas attirer l'attention durant de nombreuses années. L'ombre de Volker Eckert plane au-dessus des femmes qu'il a tuées, comme de celles qui lui ont échappé. Il y a une part de moi qui n'oubliera probablement jamais. C'est impossible. Je l'ai vécu et je sais ce que j'ai subi.
Volker Eckert était un tueur en série insatiable, un prédateur pour les femmes fragiles. Il y a pris du plaisir. Il en a tiré une grande satisfaction sexuelle. C'est un homme que l'on peut qualifier de diabolique. Eckert est un meurtrier insensible qui n'a jamais exprimé de remords. Il a ôté la vie à une fille de 14 ans par plaisir, avant d'entamer une carrière criminelle de 32 années. On ne saura jamais exactement combien de femmes il a assassinées. En se suicidant, Volker Eckert a privé nombre de familles d'un procès et s'est révélé comme l'un des tueurs les plus maléfiques au monde.